Assas Podcast. Question d'État, Olivier Beau. Bien, bonjour, Olivier Beau. J'anime donc la série du podcast d'Assas sur les questions de droit public qu'on a appelé les questions d'État. Et aujourd'hui, le thème qui a été retenu est celui de la laïcité. Pour traiter de ce sujet, j'ai invité deux spécialistes. D'abord Philippe Reynaud, qui est professeur émérite de sciences politiques de l'Université de Paris Panthéon-Assas. Et ensuite Philippe Portier, qui est directeur d'études à l'École pratique des hautes études et qui est titulaire de la chaire Sociologie, Histoire et Sociologie des laïcités. Chacun des deux a écrit un livre sur la laïcité. Philippe Reynaud a écrit le livre « La laïcité, histoire d'une singularité française » chez Gallimard en 2019. Et Philippe Portier a écrit notamment un livre intitulé « L'État et les religions en France, une sociologie historique de la laïcité ». Ça a été publié aux presses universitaires de Rennes. On va tout de suite commencer cette émission par un extrait sonore d'un document qui marque le signal, on peut dire, de la redécouverte de la laïcité en France, redécouverte très polémique. C'est un extrait d'une émission qui a été consacrée à ce qu'on a appelé l'affaire de Creil. On entend tout de suite ce document sonore. Collège Gabriel Havès de Creil. 870 élèves, 25 nationalités s'y côtoient. Depuis la rentrée, le principal se débat avec la communauté juive. Il y a alors cours le samedi, jour de Shabbat, mais Ernest Chénière reste ferme. Puis à l'automne, 3 adolescentes musulmanes apparaissent voilées. Le principal les exclut temporairement. Nous avons différents cultes, nous traitons tout le monde suivant le principe d'égalité. Il ne serait donc pas concevable de voir un élève avec une croix à l'intérieur d'une classe. Ni une croix gammée, ni une faucille, ni un marteau, ni une rose, ni quoi que ce soit d'autre. Mais l'affaire prend de l'ampleur. SOS Racisme et le MRAP soutiennent les jeunes filles. Les parents d'élèves, eux, appuient le principal de l'Oise. Le ministre de l'Éducation de l'époque, Lionel Jospin, va le désavouer. Ça voudrait dire ça. Et, à mon avis, le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Ça me paraît être le principe fondamental. On accueille d'abord l'enfant. Le ministre finit par saisir le Conseil d'État, qui réaffirme les principes de laïcité, charge au chef d'établissement de la faire respecter. Rien ne change vraiment. Bien, Philippe Reynaud, est-ce qu'on peut dire que c'est la date de naissance de l'affaire de la laïcité, cette affaire de Creil ? En tout cas, c'est un événement fondateur, oui, certainement. C'est-à-dire que c'est le moment, disons, où je crois qu'il y a deux basculements. Le premier, c'est que c'est le moment où on s'aperçoit que la République, disons, va être confrontée à quelque chose d'assez nouveau, c'est-à-dire le développement en France d'une religion qui, au moins en métropole, n'avait pas beaucoup d'importance au moment des grandes lois laïques. Et également, mais ça sera peut-être un des objets de notre discussion, dont la structure interne est très différente de ce qu'on connaissait jusqu'ici, c'est-à-dire que la laïcité avait traité les religions sur le modèle de l'Église, qu'elle transférait de l'Église catholique, qu'elle transférait aux églises protestantes, et finalement assez facilement à la synagogue, disons, là il y avait des problèmes nouveaux. Et d'autre part, c'est effectivement un moment où la discussion laïque n'oppose plus, comme c'était le cas jusqu'ici, les deux France éternelles, héritières de la Révolution d'un côté, de la fille aînée de l'Église de l'autre, pour prendre une signification différente avec des reclassements politiques dont nous aurons l'occasion de parler. Très bien. Philippe Portier, est-ce que vous voulez préciser quelque chose ? Je vais tout à fait dans le sens de Philippe Reynaud, avec cette idée que, disons, à partir de la Seconde Guerre mondiale, la laïcité devient une laïcité d'évidence. L'Église catholique se range finalement à l'option laïque, et après avoir considéré dans les années 1920 encore que les lois laïques n'étaient pas des lois mais des violences, considère désormais qu'à partir du moment où la laïcité accepte la liberté de conscience, et donc
par voie de conséquence la liberté religieuse, elle peut finalement faire partie du corpus chrétien. À partir de ce moment-là, sauf sur la question de l'école, les mouvements laïques perdent d'une certaine manière l'adversaire qui les avait constitués, et la laïcité devient un des éléments du consensus français, de cette République du centre dont parlait par exemple Pierre-Rosan Vallon. Alors, comme le disait Philippe Reynaud à l'instant, il y a eu vraiment, à partir des années 1980, une transformation, je dirais une double transformation, celle indiquée à l'instant, qui vise à dire que les paysages religieux se recomposent, et se recomposent en particulier à partir de l'arrivée sur le sol national d'une religion, Gilles Kepel parlait de la naissance d'une religion qui ne fonctionne pas exactement suivant les principes des religions déjà établies, le protestantisme, le judaïsme et le catholicisme. Et puis le second élément, c'est que dans les années 1980, il y a déjà un débat sur la question laïque à partir d'un réarmement de la thématique de l'identité nationale. Et c'est sur ce fondement-là, transformation des paysages religieux, évolution des paysages idéologiques, que l'affaire de Creil va prendre l'ampleur qu'on va lui connaître et qui va déterminer pour une grande part ce qui nous est arrivé depuis 3 ou 4 décennies. Alors, est-ce qu'on peut dire que la religion islamique pose un nouveau défi, en fait, à la France, à l'État français, à la laïcité? Philippe Prostier. Elle pose un nouveau défi pour 2 raisons. Une raison qu'évoquait à l'instant Philippe Reynaud, qui tient au fait que l'islam n'est pas organisé suivant le processus centralisateur qu'on a pu voir à l'œuvre dans les autres religions, bien sûr du côté de l'Église catholique, mais aussi par un effort de l'État du côté des deux autres expressions importantes du religieux en France, le protestantisme, qui va s'organiser à partir de Napoléon Bonaparte sous la formule des consistoires, et le judaïsme aussi, qui va connaître un processus de gallicanisation. Pour l'islam, nouvel arrivant, on n'est pas du tout dans cette disposition d'esprit-là. L'islam s'organise à partir d'une constellation d'organisations et parfois de simples mosquées, et il est très difficile évidemment de trouver un interlocuteur. Puis, deuxième point, c'est aussi le fait que l'islam développe une culture, parfois une théologie, qui sont en contradiction avec ce qu'attend le corpus des valeurs françaises. Merci. Philippe Reynaud, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je crois que, s'agissant de l'islam, j'ajouterais 2 choses. La première, c'est que c'est décidément une religion qui n'est pas une église et qui, curieusement, n'a pas de clerc. Or, un des éléments, on y reviendra peut-être, de l'identité laïque, c'est qu'on pouvait accepter les religions, mais on combattait le cléricalisme qui était supposé être l'instrument par lequel les aspects contestables, fanatiques, disent certains des religions, se développent. Or, dans le cas de l'islam, il n'y a pas de clerc. Et, si j'ose dire, on n'a pas besoin de clerc pour d'avoir des choses très radicales. Les frères musulmans, par exemple, ne sont pas un mouvement de clercs. Ce sont souvent des ingénieurs, des gens qui sont, comme on dirait, dans la société civile, qui sont les plus actifs. D'autre part, il faudra évidemment nuancer, mais disons une double singularité, si j'ose dire, de l'islam, c'est que c'est une religion qui inclut une législation qui porte sur tous les aspects de la vie civile, ce qui est le cas d'une certaine manière du judaïsme, mais qui par ailleurs a une ambition universaliste qui fait que quand on est musulman, on pense que la société devrait être non seulement organisée en fonction de la vérité, là, comme pensaient les catholiques, mais pénétrer quand même beaucoup d'aspects de la vie sociale. Je crois que c'est des particularités lourdes auxquelles on peut ajouter aussi certains éléments de la théologie musulmane, l'idée que
le Coran est un texte incréé, par exemple, joue probablement un rôle plus important que les... je ne parle pas pour mon ami Portier, mais pour que certains sociologues ont tendance à ne pas comprendre. Donc il y a quand même quelque chose de très singulier dans ce développement, par ailleurs très rapide, d'une religion à partir de phénomènes migratoires qui ont sans doute favorisé son expansion. Merci. Alors on va peut-être rentrer quand même dans une discussion qui me semble nécessaire sur en fait le sens de la notion de laïcité, parce que en fait le mot laïcité recouvre des choses très différentes. Aujourd'hui, il est utilisé un peu, on a l'impression en tout cas un peu à tort à travers. Donc est-ce que vous pourriez peut-être expliquer aux auditeurs comment est-ce qu'on peut comprendre, comment en France on comprend la laïcité? Philippe Portier, tu as fait pour nous? Alors moi, je m'écarterais simplement d'une définition française. Il me semble qu'il y a une définition qui dépasse très largement les frontières françaises et qui pourrait finalement faire consensus entre tous les pays démocratiques dans le cadre en particulier de la société occidentale. Ce qui me semble caractériser ce fond commun, c'est d'une part l'affirmation d'une finalité, et on pourrait presque dire deux finalités de l'organisation collective, autour en particulier de la protection de la liberté de conscience, avec pour conséquence, pour corrélat en tout cas, l'affirmation de la non-discrimination entre les citoyens à raison de leurs appartenances religieuses. Puis pour faire valoir ces finalités, il faut également des moyens, et les pays occidentaux ont trouvé deux moyens. Le premier moyen, c'est l'affirmation d'un État neutre, et on retrouve ici une définition juridique de la laïcité, et puis l'affirmation aussi de la séparation du politique et du religieux. À partir de cette articulation entre finalité et moyens, on arrive, je crois, à définir une laïcité transnationale qui va ensuite prendre des formes différenciées suivant les nations auxquelles on est confronté. Toutes les nations n'ont pas la même définition de la liberté de conscience, toutes les nations n'ont pas nécessairement la même définition de la séparation du politique et du religieux. Merci. Mais alors, ça contredit un petit peu la thèse soutenue par Philippe Reynaud dans son livre, puisque le sous-titre du livre, c'est une singularité, histoire d'une singularité française. Est-ce que vous... Je sais pas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément d'accord sur cette conception. Pas tout à fait, sans doute. Moi, j'ai essayé de réfléchir, disons, en philosophe politique et en l'occurrence en historien, en partant de deux idées. D'abord que le terme qu'on emploie souvent d'exception française est excessif, parce qu'il fait qu'il en fait quelque chose qu'en soi on va glorifié comme indice de l'absolue singularité de la nation française, soit désavoué ou ridiculisé comme folklore français. Singularité néanmoins parce que je pense qu'il faut partir du fait que vous avez rappelé que le terme est un intraduisible et qu'il évoque immédiatement dans beaucoup de pays démocratiques des images qui sont associées à l'autoritarisme français, à un certain nombre de choses. Donc il faut tenir compte de cette intraduisibilité. Alors ce que je dirais pour ma part, c'est que la laïcité, c'est la forme française. La forme qu'appelait en France un processus qui est sinon universel, du moins immanent à la dynamique démocratique qui s'est d'abord développée dans les sociétés occidentales et qui a sans doute vocation à les dépasser. Figure singulière, mais qui, comme souvent dans le cas de la culture politique française, exprime de manière concentrée un certain nombre de difficultés de la politique moderne. Donc ce que je crois, c'est que cette singularité française peut servir, sinon d'exemple, du moins d'exemple intéressant,
dans certains cas, soit dans certains cas limites, soit même quand se posent des problèmes que les autres modèles ne suffisent pas à résoudre. C'est pour ça qu'à mon avis, certains éléments de la culture semblables à la culture laïque apparaissent parfois dans des pays qui passent pour étrangers à celle-là. Mais je ne crois pas qu'on ait intérêt à chercher une sorte de définition transnationale de la laïcité. Je crois qu'on n'y arrivera pas. De toute manière, le terme ne sera pas accepté, etc. Et d'autre part, les Français, pour des raisons qui ne sont pas toutes mauvaises, estimeront qu'ils ont des choses à perdre dans ce genre de transactions. D'accord. Voilà, peut-être une objection, si je peux me permettre, à un spécialiste, à Philippe Portier, sur la définition qui propose, centrée sur la liberté de conscience, qui fait effectivement une liberté individuelle. Il me semble qu'il y a un élément très important dans la liberté religieuse, c'est la liberté des cultes. Donc il y a un aspect forcément organisationnel. Donc est-ce que c'est pas trop restreindre la notion de la laïcité que de la rapporter uniquement à la liberté de conscience? Et est-ce que c'est pas justement cette question d'organisation des cultes qui est au centre de la loi de 1905 sur laquelle il faut revenir? Philippe Portier? Alors, deux remarques en la matière. La première porte sur la liberté de conscience qui n'a jamais été considérée par les pères fondateurs de la laïcité française, disons Ferry, Briand, Jaurès, comme étant une liberté strictement individuelle. On le voit bien dans l'article 1er, en particulier de la loi de 1905. On affirme en effet que la République assure la liberté de conscience, mais on ajoute aussitôt qu'elle garantit la liberté des cultes, avec cette idée qu'il existe non seulement une corrélation, mais un processus de consécution entre le premier élément, liberté de conscience et liberté des cultes, qui renvoie à quelque chose de plus large en France que la simple organisation des liturgies intra-ecclésiales. La liberté des cultes, c'est aussi la possibilité de manifester ad extra ses propres options métaphysiques. Alors cela renvoie bien sûr à la loi de 1905, mais est déjà annoncé par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui rappelle que nul ne peut être inquiété pour ses opinions religieuses, pourvu que leur manifestation, et ce lien pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public, et ce lien précisément entre l'affirmation de la liberté d'opinion religieuse et le mot, l'expression, la formule de manifestation montre bien qu'en France, il existe une publicisation nécessaire de la liberté de conscience lorsqu'elle s'applique à l'objet religieux. Puis le second point que je voudrais ajouter porte sur ce que vous disiez à propos de la loi de 1905 qui serait fondée sur l'organisation des cultes. Alors, il y a en effet, dans la loi de 1905, toute une partie du texte législatif qui est construit autour de la nécessité d'organiser les cultes. Tout simplement parce qu'on sort d'un régime préalable marqué par le concordat de 1801 suivi par les articles organiques de 1802 qui organisaient les cultes à partir du principe de leur reconnaissance. On disait alors à l'époque à partir de leur autorisation. Il se trouve que 1905, comme le dit l'article 2 de la loi 1905, ne veut plus que la République reconnaisse les cultes. Il est donc nécessaire de prévoir un nouveau régime d'organisation, d'administration des cultes qui va d'ailleurs s'avérer, on en parlera peut-être tout à l'heure, extrêmement libéral. Mais cette section de la loi 1905 est entourée par deux autres pôles normatifs très importants. Le premier affirme les principes que je disais à l'instant, pas de reconnaissance, pas de subventionnement des cultes, mais aussi affirmation de la liberté de conscience et la liberté de culte, c'est le titre premier. Et puis, il y a le dernier titre, le titre 3, qui s'intéresse à la police des cultes, liberté des cultes sans doute, mais jusqu'où? Et c'est ici que l'État intervient pour fixer des limites à l'expression des options métaphysiques, à l'expression publique des opinions religieuses. C'est donc une loi qui est bien plus large qu'on ne le dit, qui en effet est une loi d'organisation administrative des cultes, mais qui pose également des principes qui renvoient en effet à ce qu'exige une démocratie libérale.
Merci. Alors, en fonction de ce que vient de dire Philippe Portier, est-ce qu'on peut dire que l'État reste neutre? On dit toujours que la laïcité, ça signifie la neutralité de l'État en matière religieuse, mais il n'est pas si neutre que ça. Que vous en pensez un peu? Je ne sais pas s'il n'est pas... pourquoi Ce qu'il organise, quand même, il peut limiter la police des cultes. Il intervient. Écoutez, moi je crois que, pour revenir au début de l'histoire, la meilleure définition de la laïcité, et si on accepte les deux participants à ce débat, le meilleur historien de la laïcité, notre père à tous, c'est le grand Émile Poulain, qui explique très bien, me semble-t-il, que la rupture fondamentale se fait au moment de la Révolution française, qui est le point de départ de toute cette histoire, et qu'elle se fait quand on passe du régime de ce qu'il appelle le régime de catholicité, dans lequel l'ordre politique est supposé être construit sur la vérité, à un régime dont les modalités restent à déterminer, mais qui suppose le pluralisme spirituel comme donnée de base. On voit bien d'ailleurs à la fois ce qu'il y a de singulier et d'universel dans la Révolution française. La sécularisation, c'est ça, mais il y a une sorte d'énergie et de clarté dans la manière française de poser le problème qui est assez singulière. Alors, à partir de là, moi je dirais deux choses. D'abord que je trouve que c'est l'idée que la laïcité se définit essentiellement par la neutralité de l'État est insuffisante, et parce qu'elle est insuffisante, elle est inexacte. C'est-à-dire que dans l'esprit de tous les fondateurs de la laïcité, la question de la neutralité de l'État était décisive, mais elle était décisive parce qu'il s'agissait d'ouvrir la voie à une société dans laquelle la religion devait pouvoir s'exprimer librement, mais où on limitait l'emprise de la religion sur les composantes de la vie sociale, ce qui supposait qu'on pouvait intervenir là où des groupements religieux, sans être nécessairement étatiques, pouvaient mettre en danger la liberté de tout un chacun. Je pense que toute l'histoire de la laïcité est traversée par cela, et c'est ce qui fait que de temps en temps, on peut intervenir sur des questions qui ne concernent pas simplement la stricte organisation de l'État. Alors je pense d'ailleurs dans les discussions sur la laïcité scolaire, c'est tout à fait central. Si on considère que c'est purement et simplement l'État qui doit être neutre, on dira que l'essentiel c'est que les fonctionnaires ne manifestent aucun engagement religieux. Si on considère que le problème c'est la protection de la société contre la prise de la religion, on peut considérer que la réglementation peut s'élargir à d'autres, s'élargir aux élèves, par exemple, au moins dans l'enseignement obligatoire. Disons, l'université, c'est un problème distinct. Donc, je crois que cette définition n'est pas suffisante. Et d'autre part, le fait qu'on intervienne pour dire un certain nombre de choses sur l'organisation religieuse, ça ne me paraît pas spécialement français. C'est simplement que on a aujourd'hui un culte parfois un peu emphatique pour l'état de droit. Dans un état de droit, le droit s'applique, si vous voulez que je le dise. Donc il y a des choses qui sont réglées. Alors pour la loi de 1905, moi, ce qui me paraît remarquable dans la loi de 1905, c'est la subtilité dont a fait preuve le législateur pour prendre en compte un certain nombre de particularités de l'Église catholique qui n'entraient pas dans les schémas dont j'aurais envie de dire qu'ils étaient autoritairement individualistes de l'esprit républicain français. C'est-à-dire que c'est toute l'histoire, on n'a pas le temps de développer, mais je pense que Philippe Portier sera d'accord avec moi, c'est toute l'importance de la réélaboration de l'article 4 qui a permis de laisser la structure interne de l'Église catholique trouver une place dans un dispositif qui au départ n'était pas fait pour elle. Donc
la loi peut intervenir très largement sur ces questions-là, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, que l'État n'est pas neutre, si vous voulez. Je ne crois pas en cause, mais en cause de la neutralité de l'État, sauf si on considère qu'un État neutre devrait laisser se constituer plusieurs États correspondant chacun à une religion. Bon, ça, c'est pas le but de l'opération, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je crois que c'est un point très important que vous avez soulevé, qui est effectivement l'antériorité historique de la Révolution française. C'est elle qui est à l'origine de la laïcité. Vous avez cité Émile Poulain. Bon, les juristes connaissent les écrits de Jean Carbonnier, qui a écrit des choses décisives sur justement la question de la sécularisation à partir de la Révolution française. Alors, si vous me permettez, je voudrais peut-être réorienter maintenant le débat autour de la question qui est souvent posée comme étant l'opposition entre deux vues sur la laïcité. On entre un peu dans le domaine de la politique, mais comme vous êtes tous les deux professeurs de sciences politiques, ça tombe bien. L'opposition entre ce qu'on appelle parfois la laïcité ouverte et l'opposé, la laïcité fermée. Et on va écouter un extrait sonore d'une discussion qui oppose, et ça c'est intéressant, deux socialistes sur la question. C'est Manuel Valls d'un côté et Benoît Hamon de l'autre, et je vous ferai réagir à ce autre document sonore. Ce nouvel usage de la laïcité explique aussi les débats au sein même de la gauche. D'un côté, les partisans d'une laïcité restrictive, version 2004, de l'autre, ceux qui se réclament de la loi de 1905. Et ce clivage s'est particulièrement vu pendant les primaires. D'un côté, Manuel Valls, par exemple. J'ai voté les lois de 2004 sur l'interdiction des signes religieux à l'école. J'ai voté la loi sur l'interdiction du voile intégral dans l'espace public. Nous étions peu nombreux. De l'autre, Benoît Hamon. La loi de 1905, toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905. Ou encore Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Chacun est libre et doit être libre partout, de croire ou de ne pas croire. La religion chez elle, l'État chez lui. Voilà, il n'y aurait pas de règle plus simple que ça. La polémique sur le burkini de l'été 2016 est l'exemple parfait de cette opposition. Fallait-il l'interdire ou au contraire l'autoriser ? Dans les deux cas, cela pouvait se faire au nom de la laïcité. Bien, deux déclaration fort intéressante, d'ailleurs, je trouve, qui renvoie aussi à l'histoire récente avec la loi sur le voile, qu'on appelle la loi de 2004, qui est en fait la prohibition des signes religieux à l'école. Philippe Portier, peut-être qu'on... Oui, ce que je viens d'entendre, finalement, nous inscrit dans une histoire bien plus longue que celle qui débute en 2004. Tout à fait d'accord avec Philippe Reynaud pour dire qu'il faut opposer le principe de modernité au principe de catholicité, et que ce principe de modernité est porté par la Révolution française. L'idée que le sujet doit être au fond à lui-même le foyer de sa propre perfection, sans qu'il soit nécessairement dépendant d'une transcendance antérieure. Cette affirmation de la subjectivité appelle précisément de la part de l'État une distanciation vis-à-vis de la religion pour que la conscience puisse se développer librement. Alors, le problème, c'est de savoir comment on organise cette distanciation de l'État à l'égard des options métaphysiques. Et de ce point de vue, il y a eu toujours sous la Troisième, la Quatrième, la Cinquième République, des oppositions entre des modèles d'organisation différents. En 1904-1905, par exemple, on voit bien que le modèle combiste n'est pas le modèle défendu par Briand, et le modèle de Briand n'est pas celui défendu par Georges Clemenceau. On a affaire là à des options laïques plus ou moins libérales, qu'on retrouve précisément dans les années 2000-2020, avec deux tendances très fortes. L'une qui estime que, c'est un peu la tendance de Benoît Hamon ici, qui estime que ce qui doit caractériser la laïcité, c'est d'abord l'insistance sur la conception libérale de la liberté de conscience. La liberté de conscience, la possibilité de choisir ses options métaphysiques sans être entravé le moins du monde par l'action de l'État. Et puis de l'autre, une autre vision qu'on pourrait relier à la vision combiste, avec une sorte de gallicanisation
de l'organisation administrative de la laïcité, qu'on retrouve chez Manuel Valls avec cette idée que l'État n'est pas là simplement pour accompagner les libertés, mais aussi pour régir de manière plus nette l'expression de ces libertés à partir d'un socle de valeurs préalables. Il y a donc d'un côté une conception procédurale de la laïcité, du côté d'un Benoît Hamon par exemple, mais de l'autre tendance qu'on appelle la tendance de la laïcité inclusive, et du côté de Manuel Valls, mais avec aujourd'hui une très forte rencontre avec Emmanuel Macron, qui a de ce point de vue rejoint cette thèse-là, l'idée qu'il faut donner à la laïcité une définition bien plus substantielle, l'idée que la laïcité, ça n'est pas simplement une procédure de protection, de préservation des libertés, mais que c'est également une procédure visant à ancrer les comportements, parfois même à ancrer les esprits, dans le cadre d'un socle de valeurs substantielles que l'État définit. Il y a là vraiment deux conceptions très, très différentes du lien social qui expliquent des différences à l'intérieur du bloc des gauches, des différences aussi à l'intérieur du bloc des droites. D'accord. Philippe Prénaud, est-ce que vous partagez cette... Non, je ne suis pas certain. Vous avez raison de ne pas être certain. Je crois que là, je suis assez en désaccord avec mon ami Philippe Portier. La première chose que je voudrais dire, qui va peut-être surprendre, c'est qu'il faut arrêter dans ces débats de fétichiser la loi de 1905 comme si c'était le tout, l'accomplissement, le sens de l'histoire de la laïcité. Je trouve de ce point de vue la formule de Benoît Hamon, toute la loi de 1905, avec la loi de 1905, tout à fait caractéristique d'une rhétorique que pour ma part je trouve parfaitement creuse. Alors si on essaye de donner une certaine rationalité à cette rhétorique, on trouve l'idée qui a été développée par Jean Bobéro, que la loi de 1905, c'est un pacte. C'est le pacte laïque entre les religions, l'État, etc. Je crois que c'est une erreur historique pour deux raisons. Alors d'abord parce que la laïcité n'a pas attendu la loi de 1905 pour exister. Sans remonter à la Révolution française, on peut considérer que l'essentiel, c'est les grandes lois laïques, à commencer par les lois scolaires, mais aussi l'organisation des hôpitaux, un certain nombre de choses, qui font que Jules Ferry dit déjà de son vivant que la République est laïque. La République n'attend pas la loi de 1905 pour être laïque. Et le Concordat, d'ailleurs, est une figure de la laïcité, moyennant les transformations qu'il avait subies à la fin du XIXe siècle. C'est pour ça, d'ailleurs, que la République, enfin la Constitution française, n'a jamais inclus la loi de 1905. Alors, on dit que la République est laïque. Elle n'inclut pas la loi de 1905 pour la bonne raison que, par exemple, les départements d'Alsace et de Moselle ont un régime différent, qui est le régime concordataire. On est dans le cadre laïque. Alors, qu'est-ce que c'est que la loi de 1905 ? La loi de 1905, c'est le signe d'une victoire de la République dans un combat qui a été très long et dans laquelle la République fait un acte souverain qui consiste à poser la séparation de l'Église et de l'État, qui fait effectivement qu'elle n'a pas à dire la vérité, etc. Elle ne fait rien d'autre d'ailleurs que trouver ses principes. Mais c'est un acte souverain dont, de manière provocatrice, je dirais qu'on peut l'exprimer par la célèbre formule de Virgile, quand Énée s'entend dire aux enfers quel est le rôle de Rome, et qui s'entend répondre tu regere populos, debellare superbos, et parcere subiectis. Ta tâche à toi, c'est de gouverner les peuples, de dompter les superbes et d'épargner les vaincus. Eh bien, je vais dire de manière assez provocatrice que c'est très exactement ce que la République a fait en 1905. 1905 marque sa victoire contre dans son grand conflit avec l'Église catholique. Cette victoire est nécessaire pour instituer définitivement la République,
Et une fois que la victoire est acquise, eh bien, on crée un système juridique qui est en fait tout à fait favorable à la liberté de l'Église catholique, qui a mis quelques années à s'en apercevoir, mais qui l'a fait. Mais pour épargner ceux qui se soumettent, il a fallu dompter les superbes. Donc je crois que cette manière de survaloriser la loi de 1905 est un moyen va introduire beaucoup de confusion. Alors j'étais assez agacé dans l'extrait que vous avez présenté par la jeune femme là, qui présentait le débat en disant il y a des gens qui sont pour une laïcité restrictive et d'autres qui sont pour une laïcité inclusive. Alors, pour qui êtes-vous ? Qui va dire qu'il est pour une laïcité restrictive ? Mais en l'occurrence, elle est restrictive de quoi ? La laïcité, on ne sait pas. Elle étend simplement l'obligation, en l'occurrence dans la loi de 2004, l'obligation de discrétion à l'intérieur de l'espace scolaire parce qu'on considère que c'est un espace particulier où l'éducation est en jeu, etc. Et qu'on considère, de manière tout à fait conforme à la philosophie constante des laïcs français, qu'il y a un risque d'entrave à la liberté religieuse et à la liberté de penser par le simple fait de développement de politiques engendrées par des associations diverses dont le but n'est pas de favoriser la liberté de conscience, mais d'étendre leur emprise sur un certain secteur de la société française. Alors on me dira, mais là vous faites une analyse politique, vous sortez du droit, etc. Il me semble que les juristes et l'État n'est pas obligé d'être naïf devant ce qu'il a sous les yeux. Et alors, un petit mot pour finir. Je trouve savoureux, par ailleurs, d'entendre présenter Benoît Hamon comme un libéral parfait. J'ai vu d'ailleurs que dans la liste qui est donnée, Mélenchon aussi est un défenseur du libéralisme contre Manuel Valls. Bon, on est quand même dans des choses un peu improbables. Pardonnez-moi. Portier, je ne suis pas certain que vous étiez entièrement sur cette conception, mais... Non. Non, effectivement, c'est là que nous manifestons une divergence. Je partage tout à fait le point de vue de Philippe Reynaud quand il évoque le fait que la loi de 1905 est un moment où la République affirme en effet sa victoire, mais une victoire, et c'est ce que voulait dire, je pense, Jean Bobéro quand il parlait de pacte, qui prend en compte, dans son horizon de sens, les besoins de l'Église catholique, les besoins d'organisation, de liberté de l'Église catholique. Ça n'est pas un hasard si de nombreux articles de la loi de 1905 ont fait l'objet d'un compromis entre d'un côté le centre-gauche, représenté par Briand, et puis soutenu bientôt par Jaurès, et puis de l'autre, le centre-droit que porte par exemple un Alexandre Ribot. Il y a donc ici cette idée, et Philippe Reynaud le développait tout à l'heure, à partir de l'article 4, que sans doute la République s'affirme, mais s'affirme probablement de manière plus modérée qu'elle ne l'aurait fait dans les années 1902, 1903, 1904. Il y a là toute une logique de l'argumentation, toute une logique de la rencontre qui conduit la loi de 1905 à être plus libérale que le prévoyaient par exemple les projets de Combes et même les premières expressions de Briand encore en 1903. Il y a donc là une évolution qui se traduit d'ailleurs par le fait que la liberté de conscience se trouve dans la loi de 1905 profondément respectée, avec cette idée que les catholiques, au bout d'une trentaine d'années, à partir en gros des années 1930, avec une accentuation en 1945-1946, vont se retrouver dans cette loi qui, comme le disait un évêque, a libéré l'Église de bien des chaînes qui l'entravaient. Alors ça, c'est un premier élément. Le second élément, c'est que je pense tout de même qu'il y a, à partir des années 1990, prolongé par le travail normatif des années 2000, 2020, 2021 en particulier, un bouleversement, une transformation du sens libéral de la laïcité française. On peut prendre en effet la loi de 2004 comme terminus a quo
de ce processus que j'essaye de décrire, et puis la loi du 24 août 2021 comme le terminus ad quem, mais c'est sur le séparatisme, loi visant au respect des principes de la République selon sa dénomination exacte, et qui, en l'espace d'une vingtaine d'années, accumule les restrictions. Alors je voudrais citer ici 4 ou 5 lois, très rapidement. La loi de 2004, qui prohibe la manifestation de signes ostensibles dans l'espace de l'école publique, loi de 2010 sur la dissimulation du visage dans l'espace public, une loi anti-burqa qui renvoie précisément ou qui s'appuie sur une nouvelle définition assez inédite de l'espace public dans la société française, notion empruntée au vocabulaire de la philosophie politique et qui intègre alors le vocabulaire du droit, loi de 2016 portée en effet par Manuel Valls qu'on écoutait tout à l'heure, qui transforme le statut de la neutralité à l'intérieur des entreprises privées, loi El Khomri qui autorise désormais les chefs d'entreprise à inscrire dans leur propre règlement intérieur l'interdiction des signes religieux dans les espaces productifs. Loi Gattel de 2018 et qui soumet les écoles privées de contrat à un contrôle bien plus strict de la part de l'administration, en particulier de l'administration de l'éducation nationale. Et alors, venant culminer, venant surplomber cet ensemble de lois partielles, une loi très générale qui repense la loi de 1905 et qui est la loi du 24 août 2021 qui multiplie les restrictions à la liberté des cultes. Alors je partage tout à fait le point de vue de Philippe Reynaud visant à dire mais enfin un État est bien obligé de se défendre, il est là au nom de l'intérêt général pour préserver la liberté de conscience de ses assujettis, de ses administrés. Tout à fait, mais alors la question que je voudrais soulever est une question qui porte sur les modalités de contrôle des hétérodoxies. Deux remarques. À l'étranger, on n'est pas plus naïf qu'en France. Simplement, lorsqu'on essaye de limiter les possibilités de terrorisme, on utilise davantage la législation de la sécurité publique que la législation relative aux droits des religions. Et il y a là une sorte de singularité française. On retrouve là notre questionnement du début. Pourquoi s'intéresse-t-on à la liberté des religions qu'il s'agit de restreindre, alors que les autres pays font passer leur lutte contre le terrorisme par une multiplication des restrictions à partir du droit de la police? Voilà une question qu'il faudrait poser, à laquelle d'ailleurs je peux apporter une réponse. Puis le deuxième point, c'est qu'il me semble que dans une logique libérale, on n'intervient pas a priori. John Stuart Mill nous a dit des choses extrêmement importantes sur cette question. Ce qui est en train de se passer depuis les années 2004, c'est que la législation restrictive figure dans la loi à partir de restrictions qui s'imposent avant même que le risque de trouble, que le risque de terrorisme ait pu être manifesté. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager les choses de manière plus libérale, comme le font parfois certains pays, en envisageant que les contrôles puissent d'abord être des contrôles a posteriori, et non pas des contrôles a priori qui visent à limiter l'espace réservé aux libertés publiques. Voilà un deuxième point, peut-être, qui, du point de vue de la philosophie politique, pourra susciter, je pense, la réaction de Philippe Reynaud. Alors, je vais juste lui poser la question, enfin j'interprète le propos de Philippe Portier en lui posant la question, mais est-ce que, en fin de compte, est-ce que vraiment la France a une vision libérale de la question religieuse? Est-ce qu'elle n'a pas seulement une vision républicaine, une version républicaine qui n'est pas forcément libérale? Écoutez, moi je voudrais partir d'un détail de ce que vient de dire Philippe Portier dans l'extension progressive du contrôle, qui n'est pas douteuse, dont son propre livre montre lui-même qu'il est parallèle à l'extension de la liberté. C'est quand même... enfin, il y a beaucoup de choses qui sont tolérées, qui ne l'étaient pas autrefois, etc.
Donc, on n'est pas simplement dans le progrès de la société de contrôle. Mais si vous parlez, par exemple, de l'intervention du législateur sur les comportements inspirés par la religion, les prières, le voile islamique, etc., dans les entreprises privées au-delà du service public, c'est pas quelque chose qui se fait uniquement en France. C'est quelque chose qui progresse dans un certain nombre de pays européens, à partir d'argumentations qui ne sont pas liées qui n'invoquent pas la laïcité française, mais qui, me semble-t-il, montrent deux choses. D'abord que nous sommes dans une société qui, après le développement considérable de l'État-providence que nous avons connu au XXe siècle, dans lesquels les frontières entre le public et le privé ne sont plus les mêmes qu'autrefois. On ne peut pas parler, quand on a un État social qui est nourri par à peu près 50% du produit brut, comme si on était encore en 1900 avec comment dirais-je, un État beaucoup moins développé. Ces interactions sont constantes. Et d'ailleurs, c'est ce à partir de quoi il faut parler des problèmes que pose la réglementation plus ou moins étendue sur l'enseignement privé. L'enseignement privé, c'est un enseignement qui, depuis la loi Debré, renforcée par la législation de langue, est de plus en plus public. Bon, c'est un peu inexorable que l'État y intervienne de plus en plus, si vous voulez. Et si ça ne se produit pas dans d'autres pays, c'est parce que l'enseignement privé est plus réellement privé qu'en France. Je crois que c'est quand même la première raison. Si on avait affaire à des institutions de droit privé, ça serait sans doute plus difficile d'y intervenir. Donc je crois alors qui est par ailleurs un certain théâtre politique dans lequel on invoque les valeurs de la République, la laïcité, etc. Bon, ça fait partie de la rhétorique politique actuelle, c'est assez complexe, mais ça n'est pas fondamentalement nouveau, et pour le coup, les analyses politiques et juristes ne sont pas obligés de prendre à la lettre ce que racontent les hommes politiques. Merci beaucoup. Alors, Philippe Portier voulait réagir, et puis après, on une dernière question. Oui, réagir pour aller dans le sens de ce que vient de dire Philippe Reynaud à l'instant. On a beaucoup construit la République classique, la Troisième République, à partir de la séparation du privé et du public. Et je consonne tout à fait avec cette idée que le privé et le public sont aujourd'hui de plus en plus en situation d'interaction, comme le disait Marcel Gauchet dans un livre sur la religion dans la démocratie. Le privé tend à devenir de plus en plus public et le public de plus en plus privé. Alors il y a un indice très clair de tout cela, c'est l'affirmation des identités culturelles, religieuses, sexuelles à partir de la fin des années 60 et surtout des années 1970. Au nom d'une philosophie de la reconnaissance, elles ont demandé précisément à être admises dans le cercle de l'espace étatique par des politiques de reconnaissance plus nettes que celles qui existaient dans le passé. Alors comment l'État a-t-il réagi par rapport à cela ? Il y a d'une part des référentiels qui se sont mis en place, des philosophies politiques à l'intérieur des partis politiques, et qui vont le plus souvent jusqu'au milieu des années 1980 dans le sens d'une acceptation de la théorie de la reconnaissance. Avec cette idée, par exemple, au Parti socialiste, que ce qui fait la France, la nation France, l'expression existe dans les programmes, c'est précisément d'être une nation du métissage et de l'accueil des différences. Alors ça, c'est un premier élément et qui va avoir des répercussions dans le droit. Comme le disait Philippe Reynaud à l'instant, il y a un droit qui se montre de plus en plus accommodant. La question est ouverte déjà par la loi Debré de 1959, mais on a ensuite toute une série de réglementations, des circulaires en particulier, qui se montrent sur la question de l'objection de conscience, sur la question des pratiques alimentaires, sur la question de l'abattage rituel, de plus en plus ouvertes à ces demandes de reconnaissance émanant, pour ce qui nous concerne, des groupements religieux. Ces dispositifs-là n'ont pas disparu.
et je partage tout à fait ce que disait à l'instant Philippe Reynaud, on voit bien que le droit français, y compris la loi de 2021 dont nous parlions tout à l'heure, fait encore accueil à ces demandes de reconnaissance. Simplement, ce qui s'est passé à partir des années 90-2000, c'est que c'est ajouté à ce volet recognitif du dispositif législatif français, un volet qui est panoptique aujourd'hui, une politique de la surveillance qui se superpose en quelque sorte à la politique de la reconnaissance de l'époque immédiatement antérieure. Cette politique de la surveillance absorbe la politique de la reconnaissance sans la remettre en cause, mais en la soumettant à des dispositifs de contrôle qui n'existaient pas auparavant. Et c'est ce qui me semble caractériser le monde laïque aujourd'hui, ce modèle émergent. On n'est plus dans le modèle séparatiste brillant Jaurès, on est dans un modèle qui est aujourd'hui d'interaction, dans lequel à la fois on accueille la différence, mais où on essaye de la subordonner à l'affirmation d'un certain nombre de valeurs substantielles que l'État, à partir de concepts juridiques, ou en tout cas crypto-juridiques, comme les exigences minimales de la vie en société, tente aujourd'hui de définir. D'accord. Peut-être une dernière question sur la possible instrumentalisation du concept de laïcité dans le débat politique, et je pensais en particulier aux déclarations de Marine Le Pen concernant la laïcité. Est-ce que vous auriez quelque chose à dire sur cette façon dont le Rassemblement national utilise massivement l'argument de la laïcité pour faire avancer ses thèses politiques? Ou est-ce que je me trompe en disant ça? Oh, vous avez évidemment raison. Bon, il y a... Première chose à noter, c'est que c'est un signe d'évolution indiscutable de je ne sais pas s'il faut appeler ça la droite populiste, l'extrême droite, etc., qui autrefois était fondamentalement arrimée ou dominée plutôt dominée par disons ce qu'on appelle l'intégrisme catholique. Alors il faut voir d'abord que une des raisons de cette évolution, c'est la défaite interne de ces courants au sein de la droite radicale. C'est-à-dire que moi, je suis bien d'accord qu'il y a quelque chose d'un peu comique dans l'attachement de Marine Le Pen à la laïcité, mais enfin, ça correspond quand même au fait qu'elle a choisi de marginaliser les courants catholiques les plus durs au sein de son mouvement. Et un des indices les plus clairs et universellement, qui devrait être universellement connu, c'était son attitude au moment de la loi sur le mariage, dit mariage pour tous, où le Rassemblement national n'a pas voulu s'engager là-dedans. Donc il y a un découplage entre la sensibilité catholique traditionnelle et le Rassemblement national. Cette sensibilité trouve plus facilement à s'exprimer maintenant du côté de Reconquête avec la nièce Madame Maréchal Le Pen. Alors, par ailleurs, ce qui est amusant, c'est qu'effectivement, si on fait l'histoire du courant du Rassemblement national, le Front national, était très hostile à la loi de 2004, par exemple, qui trouvait une loi anticléricale, anti-religieuse, etc. Il y a un changement substantiel qui correspond à la fois, je dirais, à une évolution de ces courants et à une instrumentalisation politique évidente, et d'autre part au fait qu'aujourd'hui, le Rassemblement national se présente comme le parti du peuple substantiel, mais il est bien obligé de constater que le peuple substantiel, qui était baptisé à 95% en 1900, aujourd'hui ne l'est plus qu'à, je sais pour Philippe, je sais sans doute mieux fois. Le nombre de baptisés, c'est 25%, avant 7 ans. Oui. Et en 1965, c'était 90% dans les 2 mois qui suivaient la naissance. Bon. On n'est plus dans le même monde, quand même. On n'est plus dans le même monde, et je crois qu'il y a la France monarchique puis républicaine, c'est pas la Pologne. Je crois que c'est ça qui est quand même majeur. Alors, après ça, la laïcité, si vous voulez,
Je vais peut-être être provocateur, si vous voulez. C'est que si Jean-Luc Mélenchon est laïque, je ne vois pas pourquoi Marine Le Pen ne le serait pas. Si vous voulez, ça fait partie des fétiches qui sont dans le débat public français, on n'y peut rien. Juste un mot, la France Insoumise vient de déposer une proposition de loi qui va tout à fait dans le sens de ce que disait à l'instant Philippe Reynaud et qui vise à cibler essentiellement les reliquats de la puissance catholique. Oui. En particulier sur la question de l'école, en supprimant la loi Debré de 1905 et parallèlement en supprimant le régime exorbitant du droit commun qu'est le régime concordataire d'Alsace-Moselle. Alors juste un mot pour ce qui concerne la laïcité Marine Le Pen. Je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il y a au fond le résultat là, tout à la fois d'une stratégie de respectabilisation. On ne parle plus d'État chrétien ou d'État catholique au sein du Front National. On préfère en effet s'inscrire dans les catégories de la modernité. Et puis, il y a le fait aussi que l'électorat du Front National est un électorat qui, contrairement à l'électorat Les Républicains, apparaît comme étant bien plus sécularisé. J'ajouterais cependant une nuance. Il y a des propositions du Front National qui vont très loin, jusqu'à la prohibition des signes religieux dans l'espace public et pas simplement la prohibition du voile intégral. Les choses vont très loin de ce point de vue-là, avec une volonté de neutraliser ce que la loi 1905 avait considéré comme étant ouvert aux libertés privées. J'y ajoute cependant un élément qu'on pourrait appeler l'élément du double standard. Ce qui vaut pour la prohibition des signes musulmans ne vaut jamais au Front National, comme s'il restait tout de même quelque chose de son enracinement passé pour ce qui concerne les confessions chrétiennes. Il y a un élément qui revient constamment dans les textes du Front National, c'est le respect des racines chrétiennes de la France, avec dans le programme de Marine Le Pen la nécessité d'inscrire cette formule dans le cadre d'une révision constitutionnelle qu'elle proposerait au peuple français. Il y a donc une sorte d'articulation entre une volonté de faire signe vers la modernité et en même temps des enracinements vers une nation qui se définirait d'abord substantiellement. Merci. Oui, j'ajouterais que le libéralisme de Marine Le Pen concerne le catholicisme et sans doute tous les cultes chrétiens, mais elle a dit à plusieurs reprises qu'à son grand regret, il fallait interdire la kippa dans l'espace public aussi. Alors je ne sais pas si avec l'évolution de sa position sur l'antisémitisme, etc., elle va conserver très longtemps cette restriction, mais c'est pas la cohérence conceptuelle n'est pas forcément son souci premier. Merci Philippe Reynaud, on reconnaît bien là votre esprit. Je vais vous remercier tous les deux pour cette passionnante discussion. J'ai beaucoup appris, beaucoup instruit. J'espère que les auditeurs se sont autant instruits que je l'ai été. Merci et au prochain numéro de podcast d'Assas. Merci. Assas Podcast.